Le monde est prêt. Ouais, je suis là. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc on est la partie graphique du projet. Slide suivant. Alors on avait pour objectif la réalisation d'un graphique à partir d'une base de données. Slide suivant. Voilà, donc pour des raisons de type mathématique et géométrique, on a dû abandonner l'idée de base. Donc on s'est scindé en plusieurs groupes. Donc le groupe 1, Alexis et moi-même. Le groupe 2 de Mathieu et Jean-Baptiste. Et le groupe 3, du coup, de Joseph qui est arrivé récemment et qui a dû reprendre la patate chaude. Slide suivant. Donc, du coup, pour ce faire, on a utilisé la bibliothèque NetworkX. Alors, NetworkX est une bibliothèque Python pour l'étude des graphes et des réseaux. Donc, il a plusieurs fonctionnalités. Classe pour les graphes simples et les graphes orientés. Donc, classe, c'est qui regroupe des membres, des méthodes et attributs communs à un ensemble d'objets. Conversion de graphes depuis et vers divers formats. Capacité à construire des graphes aléatoires ou à les construire progressivement. Donc, dans notre cas, ça va être construire progressivement. Capacité à trouver des sous-graphes, clic, graphe de dégénérance K. Alors clic, alors c'est en théorie des graphes, c'est un sous-ensemble de sommets de ce graphe dont les sous-graphes induits et complets. Donc deux sommets quelconques de la clique sont toujours adjacents. Donc en somme, si deux nodes, on va dire deux nœuds du coup, sont adjacents, c'est une clique ou un clic. Alors je sais pas trop si ça dit un ou une. Exploration de l'adjacence, du degré, du centre, du rayon, de l'interposition. Dessin de réseau en 2D et en 3D. Slide suivant. Donc maintenant, je vais vous parler des principales commandes qu'on va utiliser. Donc il va falloir retenir tout ça, mais je reviendrai sur les programmes, ne vous inquiétez pas. Alors pour créer un graphe, on utilise la fonction nx.digraph. Donc c'est pour créer un arbre orienté, donc un graphe orienté. Pour créer un nœud, donc admettons on veut créer un nœud qui s'appelle 1, on va faire gadd-node, on va mettre dans le nom. Donc là sur le petit graphe, on voit qu'on a fait à droite le nœud 1. Pour lier les nœuds de 1 vers 2, on fait g.add_edge avec entre parenthèses dedans les nœuds qu'on veut. Donc pour exemple le nœud 1 et le nœud 2, du coup ils vont être reliés. Pareil si on fait nœud 3 à 2. Si on veut ajouter un node et un attribut, donc on fait g.addNode, on prend entre parenthèses le nœud, donc le 1, ensuite on lui met son attribut, donc x sera attribut et ça du coup la variable va contenir 3. Ensuite pour ajouter un lien et son attribut, on part du même principe. On fait g.addEdge, il prend en paramètre le premier nœud, 1, le deuxième nœud, 2, et là il prend en paramètre du coup son attribut, donc y, et y sera égal à 4. Pour ajouter l'attribut z au nœud 1, on part du même principe, on fait g.nodes, on prend notre nœud, c'est-à-dire 1, on prend l'attribut, on lui met z, et du coup on lui met sa valeur, donc z vaudra 5. On part du même principe aussi pour les edges, donc les liaisons. G du premier nœud, donc 1, du deuxième nœud, 2, de l'attribut T, on lui donne sa valeur, 6. Donc du coup, la valeur de l'attribut T faudra 6. Ensuite, pour accéder à l'attribut X du nœud 1, donc c'est très intéressant, vous allez vite voir pourquoi. G.node, donc on veut le nœud 1, on veut voir ce qu'il y a dedans, on prend l'attribut X, donc il va nous afficher que X vaut 3. On fait exactement la même chose, on part du même principe pour les liaisons. Donc on veut voir ce qu'il y a dans la liaison. On fait G, donc le nœud 1, donc 1, le nœud 2, 2. On veut l'attribut Y. Si on lui affiche ça, il va nous dire Y vaut 4. Oui, Vincent, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est... Ah, j'ai cru, j'ai vu le micro actif. Ok, je reviens. Alors, pour accéder aux nœuds et attributs, donc ça, c'est intéressant parce que ça, on va pouvoir observer si tous nos nœuds sont existants. Donc, on fait g.nodes. En fait, ça va être intéressant dans nos connaissances et dans nos élèves et nos notes, parce qu'en faisant ça, en fait, ça va pouvoir nous renvoyer en fait tous nos nodes, donc pour voir si tous nos élèves sont présents. Donc, admettons si tous les nœuds sont existants du coup, s'ils ont toutes les notes, etc., en selon les valeurs. Pour accéder aux liens et attributs, c'est pareil. G.edge. Donc là, c'est pareil, c'est pour voir si nos liens sont effectués entre chaque node. Ensuite, pour se déplacer dans l'arbre, donc il faut partir du principe qu'un arbre, c'est comme un arbre généalogique, avec un tronc et des feuilles. Donc pour accéder au successeur du nœud 1, on fait liste, donc pour obtenir une liste de successeurs, et pareil pour le prédécesseur. Slide suivant. Alors du coup, on va partir sur la première fonction, une fonction principale, qui s'appelle arbre connaissance, qui va prendre en paramètre l'élève donné, la date d'observation et la database. Alors nous, étant donné qu'on n'était pas vraiment en communication avec la gestion des données, on part du principe qu'il n'y en a pas et du coup on va la générer nous-mêmes.
Donc du coup, la variable élève formateur connaissance évaluation, on va être généré par la fonction génération de données. Test, c'est juste pour... Oui. Alors, je t'arrête, Leroy, dans les derniers programmes, là, la première ligne, là, donc celle qui est après DB égale none, qui permet de générer des données, elle a été modifiée, elle a été enlevée. Ah. Et elle a été remplacée simplement en mettant dans les arguments de la fonction tout en haut, au lieu de mettre DB égale none, il y a quelque chose d'autre, il doit y avoir données égale quelque chose. Et ce qui permet de travailler sur des données, peu importe d'où elles proviennent, pourvu qu'elles aient la structure qui est une liste pour les élèves, une liste pour les formateurs, un dictionnaire pour les connaissances, un dictionnaire de TU pour les connaissances et une liste de dictionnaires pour les évaluations. Voilà. Pourvu que ce soit présenté comme ça, on peut fonctionner avec n'importe quelle donnée. J'ai dû manquer alors. Donc c'est quelque chose qui a été fait pour un peu derrière votre dos parce que vous étiez vraiment occupé par les dernières finitions, mais pour que les autres puissent travailler plus facilement sur ces programmes-là. Et donc là, pour l'instant, les programmes ne sont pas liés à la base de données, donc ils sont liés à des données qui auraient le format qui a été pris pour l'exemple. Ça va être vraiment important la semaine prochaine de modifier ça et de faire que à chaque fois qu'on veut faire un arbre de connaissances, on aille piocher dans la base de données et pas dans des données qui soient générées. Donc là, il y aura une en-tête à modifier pour se mettre en mesure d'aller piocher dans les vraies données. Voilà. Ok, c'était une petite parenthèse. Je te laisse continuer. D'accord, du coup, je vais zapper la petite partie if. Donc du coup, on crée notre graphe avec, du coup, comme j'ai dit précédemment, avec nx.digraph, donc qui va nous faire un graphe orienté. On fait juste après une boucle. Alors ça, on peut faire une boucle avec une simple ligne. En fait, vu qu'on va faire beaucoup de boucles, pour tout ce qui est boucle entre guillemets simple, on va le faire en une ligne. Mais là, par exemple, c'est comme si j'ai fait for e une évaluation, if élève égale élève, alors évaluation.append e. Mais là, on va faire tout ça en une ligne. Donc du coup, évaluation stocke la liste des connaissances, donc la note, l'évaluation, la date et aussi l'élève en question. Notre deuxième boucle, en fait, va parcourir notre dictionnaire. Donc connaissance, c'est la clé, catégorie, c'est la valeur. Et en fait, grâce à la fonction items, on va pouvoir parcourir tout le dictionnaire comme ça. Pareil, donc comme dit précédemment avec la boucle en une ligne, on va faire pareil. On va parcourir, on va créer une liste qui va prendre du coup toutes les valeurs pour chaque itération de la note, à chaque date précise en fait. Date évaluation. Alors cette fois-ci en fait, pour chaque date, si la date est inférieure ou égale à la date mise en paramètre dans notre fonction, alors on la stocke dans notre liste date évaluation. On passe à droite. En note, je ne vais pas revenir dessus, on part exactement sur le même principe. Alors, comme j'ai expliqué précédemment avec les fonctions pour NetworkX, donc là, on va créer en fait un node, donc avec comme nom connaissance, enfin entre noms entre guillemets, et qui va prendre comme attribut la note. On continue, on va créer une variable catégorie fille qui va prendre connaissance en paramètre. Donc ça sera entre guillemets une variable temporaire, car en fait elle va changer à chaque itération. On va parcourir la catégorie en reverse, donc ça veut dire qu'on va partir à la fin. Et en fait, si la catégorie n'est pas dans nos nodes, donc dans tous les nodes créés, alors on va la créer. Et du coup, on va lui mettre une note à -1, vu qu'on ne connaît pas la note en question. Ensuite, on va lui créer une liaison avec g.addEdge, donc entre catégorie et catégorie fille. Et suite à ça, du coup, on va faire un swap, entre guillemets, entre catégorie fille et catégorie, du coup. Donc, on descend. Alors, la structure de l'arbre étant créée maintenant, il est maintenant possible de calculer les notes associées à chaque catégorie de connaissances comme étant la moyenne de ces catégories filles. Donc, du coup, on va partir du même principe que la première avec le dictionnaire. On va utiliser .items pour parcourir ce dictionnaire. Donc, connaissance, c'est la clé, catégorie, la valeur. Donc, pareil, pour la catégorie in reverse catégorie, donc on reprend à partir de la fin. On crée une liste vide de notes filles
qui va du coup stocker toutes les notes à l'intérieur, sans passer par l'étape d'itération, etc., etc. On va utiliser la fonction de NumPy qui s'appelle min. Donc en fait, elle fonctionne pour créer une moyenne. En fait, donc elle va nous créer la moyenne de notre fille en fonction de sa longueur. Slide suivant. Alors là, c'est pour les rangs. Donc en fait, il faut voir comment on va dire ça. Visuellement, en fait, le tronc vont être de rang 1. Si on remonte ce tronc vers une autre branche, donc un node suivant, ils vont être de rang 2. On remonte, troisième cercle, rang 3, et ainsi de suite. Donc là, en fait, en faisant ça, on va leur attribuer un rang. Ensuite, du coup, if test, etc., ils vont plus être à l'ordre du jour. Donc du coup, on va juste retourner G. Donc G qui va contenir les valeurs de notre graphe. Slide suivant. Alors ça, c'est un exemple de ce qu'on aurait pu avoir si c'était moche. Donc là, en fait, on a eu un souci. Donc déjà, petite parenthèse, en fait, c'est que entre le client, donc Vincent, et notre groupe, moi-même vraiment en particulier, c'est qu'on avait mal compris en fait le sujet. Donc pour revenir en fait au dictionnaire, moi par exemple, j'avais compris que les clés devaient être au centre, donc au tronc, et que les branches en fait prenaient à chaque fois les valeurs de cette connaissance et remontaient en arborescence. Mais en fait pas du tout. En fait, elle devrait prendre au tronc les compétences générales, donc barre de données, base de données, Python, organisation, et en fonction de ces connaissances, elle devait remonter jusqu'aux particulières. Donc ça déjà, moi j'avais pas compris ça. Attends, Leroy, je peux pas te laisser présenter ça. Présente le vrai résultat, parce que pour le oui, non. Le vrai résultat est à la fin. Ne vous inquiétez. Je vais mettre en live pour que tu montres le résultat à tout le monde, quoi. Le résultat est à la fin avec Joseph, donc ne vous inquiétez pas. Parce que l'arbre, il est là, quoi. Montre le résultat qui, tu vois, que Joseph a réussi, et moi aussi d'ailleurs, j'ai transpiré là-dessus. Petite différence d'ordre géométrique. Mathieu a montré la slide du. Ah oui, d'accord, t'es passé sur la slide. Oui. Donc petite différence quand même. Du coup, si tu peux revenir. Voilà, du coup, merci. Donc, comme je disais, du coup, il faut faire attention en fait entre ce que le client dit et ce que vous pensez savoir faire en fait. Il faut vraiment être sur la même longueur d'onde parce que du coup, ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Et en fait, déjà de base, on avait des soucis d'ordre géométrique, donc pour positionner correctement nos points. Donc du coup, on était vraiment parti sur une mauvaise base. Mais là, par exemple, si on devrait mettre en relation avec l'équipe web, on pourrait partir sur une espèce de toile d'araignée, vu que ça ressemble à ça, entre guillemets, pour mettre nos compétences, en fait, voir ce qui augmente, ce qui diminue, etc., en fonction des compétences. Donc maintenant, je vais laisser Alexis faire le reste. Donc pour commencer, je vais vous présenter deux. Donc premièrement, la fonction pair. Elle nous permet d'obtenir le nœud précédent, le nœud mis en paramètre, donc de l'individu mis en paramètre, en fonction du graphique que Leroy vous a présenté. Donc pour l'exemple à côté, si je demande à la console de me donner il va me retourner Python, donc le nœud juste avant. Par contre, si je lui demande le pair de Python, il va me retourner none, donc parce que Python n'a pas de nœud avant lui. Donc d'où le retourne none que vous voyez dans la fonction. Ensuite, on a la fonction ancêtre. On va utiliser la fonction pair pour déterminer un ancêtre excusez-moi, pour déterminer l'ancêtre d'un node en fonction du nombre de générations qu'on a mis en paramètre. Donc, comme Eric vous a dit, il faut voir ça comme un arbre généalogique, en fait. Donc, si je lui demande l'ancêtre de récursivité, je vais lui demander, en fait, le pair du pair de récursivité. Et du coup, j'obtiendrai pi.
slide suivant. Donc ici, nous avons cherché à donner un aperçu des notes d'un élève. Donc pour ça, on a décidé de créer un histogramme qui a les infos. Donc on commence par créer une variable tronc pour rester dans l'image d'un arbre. Donc le tronc qui contient les catégories de base des connaissances. Donc en gros nos nœuds de rang 1. Par la suite, on va simplement afficher itérativement des barres sur l'histogramme. Donc on prend un X qui correspond à la position d'une barre sur l'axe des abscisses. Et donc du coup, pour chaque connaissance, on crée une boucle pour chaque connaissance dans l'arbre, on va créer une nouvelle barre. Donc X plus égale 1. Notre Y, il va correspondre à la hauteur des barres. Donc on lui demande que la hauteur de chaque barre est égale à la note de la connaissance. Ensuite, on regroupe les connaissances entre elles grâce à la fonction ancêtre. Super. Ça va, Alexis? Oui, excusez-moi, je suis encore là. Une petite seconde. Mathieu, tu peux peut-être prendre le relais, je sais pas. Alexis, t'as bientôt fini. Vas-y, courage. Ouais, j'arrive. Une petite seconde, je reprends mon souffle. Donc, je disais, on regroupe les connaissances entre elles grâce à la fonction ancêtre. Donc, si une connaissance n'a pas d'ancêtre, ça devient un tronc. C'est un tronc. On définit ça comme ça. Ce qui va nous permettre de donner des couleurs à nos barres en fonction de leur rang, enfin de leur lien. Donc une CMAP, plus rien. Une CMAP, c'est une palette de couleurs. Et donc dans la CMAP, chaque couleur est définie par un chiffre. Donc là, on va faire un petit couleur égale CMAP. Donc tronc, index tronc sur len tronc, ce qui va nous ressortir un chiffre pour chaque connaissance principale. On va créer des patchs. Donc des patchs, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fonction de Matplotlib. Ça va nous permettre d'afficher des légendes, tout simplement sur notre graphique, sur notre histogramme. Et du coup, une fois qu'on a défini tout ça, on n'a plus qu'à afficher le graphique de la slide suivante. Enfin, on n'a plus qu'à lui demander d'afficher le graphique et on obtient la slide suivante. Je pouvais changer. Et voilà le résultat qu'on obtient. Donc chaque barre représente bien une connaissance et sa hauteur représente la note de chaque connaissance pour ici pour Andy comme c'était notre test. Et le patch, c'est ce que vous voyez sur le côté, la couleur et base de données, ça nous redonne nos troncs. Voilà, c'est tout. Ok. On m'entend, j'ai coupé le micro. Allô? Non, on t'entend. Ok, c'est bon. Donc, du coup, le principe du graphique, c'est récupérer des données et les arranger comme on a besoin pour les mettre dans un tableau. Donc là, je me suis plus attardé sur la partie mécanique en fait. Donc là, avec l'exemple de la première boucle, on voit c'est une des façons de faire, c'est de mettre les informations qui nous intéressent dans une liste, et après passer ces deux listes dans un data frame pour avoir les données qui nous intéressent. Donc j'ai posé ce print ici, là, pour montrer qu'il y a la rotation autour des noms dès qu'on change de prénom. Et donc dès qu'on change de prénom, ça va dans la liste élève. Donc
Donc, dès que la valeur n'est pas présente dans la liste, il ajoute. Et c'est le même principe pour connaissance. Donc, du coup, une fois qu'on a nos deux listes, on crée la data frame, qui dit data frame. Et donc là, on a une boucle sous la forme for x, y in i, in e, donc x, y dans un ensemble, dans un même ensemble. Et donc, on peut voir ça comme une montre. C'est-à-dire que y va aller jusqu'à 59, puis x va passer à 1. Va de nouveau jusqu'à 59 et x va passer à 2. Donc, je fais un print attribut note ici pour voir les résultats qu'on rentre dans le tableau. Et donc, on voit bien que ça correspond. Donc, ici 7, là 3, 7, 10 et 1. Et donc, comme ça, en fait, par cette rotation, rotation à deux variables, on va chercher toutes les cases dans toutes les colonnes sur toutes les lignes. Donc, c'est le résultat qu'on obtient par rapport à la data frame. Voilà, donc 17 colonnes, 8 lignes. Après, l'autre solution, c'était de faire des manipulations par panda. Donc là, c'est les que j'ai traités, que j'ai mis dans random parce que c'est généré de façon aléatoire. Et du coup, sur ce que j'ai obtenu, c'est ici. Il a fallu que je fasse quelques modifications parce que là, déjà, j'ai pas de nom pour les colonnes. Et surtout, sur la deuxième colonne, je me suis trouvé avec un dictionnaire qui ne m'arrangeait pas du tout. Donc, j'ai ma data frame. J'ai changé les colonnes. Pour changer les colonnes, c'est la data frame.columns égale non 1, non 2, etc., non 3, selon le nombre de colonnes qu'on veut changer. Il y a une autre possibilité, c'est de passer par df.rename et d'envoyer les colonnes avec l'ancien nom et le nouveau nom. Ce qui est pratique, c'est si on veut cibler une colonne assez éloignée toute seule. Donc, ensuite, une fois que c'était fait, pour toujours régler ce problème de comment ça s'appelle, dictionnaire dans ma deuxième colonne, je l'ai appelé error pour pouvoir m'en débarrasser. Regardez le nom. J'ai utilisé JSON sur DF2. Le truc, c'est que avec ça me détruisait la colonne connaissance. Donc, j'ai envoyé ça dans une deuxième database, Dev3. Et ensuite, j'ai fusionné les pour avoir un seul et même tableau. Donc, pour la fusion, c'est left index égale true, right index égale true. C'est pour match les index. C'est-à-dire que left index égale true, c'est on lui signale qu'on s'aligne sur les index de la data frame de gauche. Right index égale true, on lui signale qu'on s'aligne sur les index de la data frame de droite, afin que ça colle. Donc du coup, on obtient le tableau que j'ai appelé data frame. Du coup, c'est le dernier que je gardais. Derrière, j'ai réaligné pour l'avoir dans le sens qui m'intéressait, c'est-à-dire par rang. C'est le système de rang qu'on a fait par rapport au premier cercle, second cercle, troisième cercle. Là-dessus, quand on réorganise par rapport à une colonne, ça fout en l'air l'indexation. Donc, vous pouvez voir ici. Du coup, j'ai opéré un df reset index pour réindexer l'ensemble du tableau. J'ai laissé pour l'exemple, et comme ça aussi, ça laisse la possibilité de revenir en arrière. En fait, ce qui se passe quand on fait le df reset sans le drop égale true, c'est que l'ancien index va devenir une colonne et va se poser juste à côté. En faisant drop égale true, ça va supprimer cette colonne. Voilà. Et derrière, il y avait ça
c'était, j'ai oublié de le signaler ici, c'est PD Option Display Float Format, c'était pour retoucher les flottes que j'avais dans mon tableau, ici, dans les générés aléatoirement. Et donc, display, c'est l'apparence, il me semble. C'est la présentation, voilà, c'est display, il me semble en anglais. Et donc, du coup, je suis pas sûr que ça passe en int, c'est juste que j'ai la formule de ce que je comprends. Ça, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ça veut dire que on n'autorise aucun chiffre après la virgule par rapport au format. Donc, je crois que c'est encore des flottes, mais il n'y a plus de chiffres, on n'affiche plus les chiffres derrière la virgule, donc ils apparaissent comme des int. Et derrière, une fois qu'on a fait le tableau, ben là, je l'ai envoyé dans un scatterplot, dans le voilà. Et là, Voici c'est le tableau marge de progression. Pour donner forme à ce tableau, le code est le suivant. Le titre est défini par AX7Title. Ensuite, les élèves sont définis par people et progression est la position de progression est définie par AX7 label, NP random round et AX BART qui met progression au centre. Ensuite, on définit les barres y.pose qui crée une barre et on l'assortit aux élèves avec avec np random round. Non, Tu en es où là? hein? Y.pose. Oui, il forme un arrange de la longueur de tes people. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, la ligne au-dessus de progression avec la notation, elle est définie par 0 plus 20 fois np random round len people. Ensuite, nous avons AX bar. AX bar, progression qui aligne la ligne au centre, qui aligne progression au centre. AX7 itx y pose qui définit la position des barres. AX7 y tick labels peoples qui définit en fait ça définit les barres et le nom des élèves en y. AX insert y-axis labels red top to bottom. En fait, ça définit que ça doit se lire de haut en bas, que tout doit se lire de haut en bas. AX7 X label progression, ça définit progression en X, ça met progression en bas. Et AX7 title Digifab promo 2020, ça définit Digifab promo 2020 comme le titre. Et PLT show qui permet d'afficher le tableau à l'écran. Voilà. Slide suivant. Voilà, donc je prends la main. Donc moi, je me suis concentré sur la méthode de projeter les arbres à partir d'un cercle. L'idée, c'était de reprendre donc ce schéma et de pouvoir produire quelque chose de similaire. Je tiens premièrement, et c'est très important, à offrir mes condoléances à tout le monde pour ce que vous allez voir, parce que je n'ai aucune compétence artistique et j'ai fait des dessins. Prochaine slide. Voici mes fameux dessins, mes fameux schémas, pour pouvoir expliquer tout ça. Donc, j'ai observé que j'avais un dictionnaire qui avait une série de clés et de compétences qui formaient des arbres.
J'ai donc décidé de créer un environnement de test pour mieux y voir et mieux savoir ce qui allait manquer à chaque nœud, pour essayer de faire ce que je devais faire à la fin. Donc, j'ai créé des nœuds test 1, test 2, test 3, puis leurs enfants que j'ai nommés de façon explicite, test 1.1, enfant de test 1, test 1.2, enfant numéro 2 de test 1. J'ai produit ce que je pensais être la plupart des cas d'exception auxquels je vais avoir à faire face. Et à partir de cela, c'est dans la partie gauche de cet horrible schéma, j'ai pu remarquer qu'il va y avoir des éléments importants. Le premier, c'est la génération dans le... Ça va être le rang de la compétence. Si on imagine donc sur l'élément de gauche, sur l'élément de droite, excusez-moi, si on imagine sur l'élément de droite, on va imaginer qu'au centre du cercle duquel va partir nos compétences se situe l'élève, la génération 0, qui ne compte pas, qui n'est pas importante, parce que ça va être le nom de l'élève. Et il va y avoir un cercle entier de toutes les générations les plus générales, toutes les compétences les plus générales. Python, par exemple. De ces cercles vont partir des petits camemberts, des petits angles projetés, des petits triangles, grosso modo, qui vont contenir la prochaine génération de compétences descendantes. En l'occurrence, les enfants. Par exemple, pour l'exemple que j'ai donné, Python aura pour compétences enfants librairie et base. Et il faudra donc deviner c'est quoi. Cet élément, c'est une fratrie. C'est le nombre, c'est les frères et sœurs, si jamais il y en avait eu, mais bon, on va être sexiste malheureusement. Les frères vont donc descendre du même père. Et il va falloir les mettre au même endroit. Et il va falloir continuer jusqu'à ce qu'on arrive au bout de l'arbre, à toutes les feuilles. Prochaine slide. Donc, maintenant, on a remarqué, nos nodes, ils ont déjà le rang. Il a été mis à la sélection par mes corolégionnaires quand on a extrait les données et qu'on a formé les nœuds de l'ensemble G. Donc, il nous manque des éléments. Chaque nœud doit connaître sa génération, son nombre de frères, son père et son placement au sein de la fratrie. Ces informations, puisqu'elles sont uniquement utilisées pour la visualisation, ça ne sert à rien de les stocker avant, ça sert à rien de les mettre ailleurs. Elles vont être mises quand on aura besoin pour visualiser, pour créer l'image. Et à partir de là, on va essayer, ça va être un petit peu, on va revenir en arrière et faire un petit peu de la théorie lointaine, on va jouer avec des cercles et des angles. Et donc, il faut garder en tête qu'un cercle, c'est quoi? Un cercle, c'est un ensemble de points à égale distance d'un rayon, à égale distance, cette distance étant le rayon, d'un point dit du centre. Et un angle, c'est quoi? C'est la ratio, c'est le petit morceau d'un cercle qui se trouve entre deux lignes formées par 3 points. Prochaine slide. Donc, voici la présentation de l'algorithme. L'idée, c'est que on va produire des cercles concentriques où on va pouvoir placer ces fameux nodes, ces fameux points qui correspondent à une compétence. Ces cercles concentriques auront pour rayon la génération, puisque plus on va s'éloigner de l'élève, plus on va passer à une compétence générale, puis une compétence plus précise, puis à un élément de cette compétence plus précise, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, selon le degré de précision qu'il va y avoir. Donc, l'idée, en fait, c'est que, au fond, si on regarde un seul et unique arbre, tout ce qu'on va avoir, c'est une série d'angles et une série de points à qui ça correspond. Et on va devoir commencer quelque part. Et ce quelque part, ça va être au tout début. C'est pratique, c'est pratique. Parce qu'on sait que la première génération va former un cercle. Et un cercle, c'est quoi? C'est un angle de 360 degrés. Donc, l'angle θ0, ça va être l'angle représenté par un triangle formé entre le centre du cercle et 2 points de la génération 1. Si dans la génération 1, on va avoir 4 compétences principales, il va y avoir 4 arbres qui vont partir du cercle, une pour chaque compétence principale. Donc au début, on va placer la toute première génération à égale distance les uns des autres sur le cercle. Maintenant, la deuxième génération. La deuxième génération, par définition, puisqu'on utilise un digraph, un directed graph, va descendre d'un seul et unique parent. Donc, on ne doit pas se concentrer sur des liens multiples, c'est très pratique. Donc, au fond, l'angle accordé aux enfants de génération 2 va être issu d'un nœud du cercle de génération 1, et ça va être une fraction de l'angle de placement de la gène 1, parce que il va falloir conserver des ratios, parce que si à chaque génération, on fait un cercle, on calcule uniquement par rapport à la génération, si à la première génération, on a 4 compétences, et à la deuxième génération, on en a 48, ben, on va créer des angles beaucoup trop grands pour les prochaines générations si on ne conserve pas les ratios. Donc, pour la deuxième génération, pour ce qui s'appelle j'utilise θ parce que c'est la notation pour un angle en mathématiques.
Donc, le θ1, qui est l'angle accordé aux enfants de génération 2, va devoir conserver l'angle qui a été accordé à la génération 1, le cercle. Puis, le θ2, l'ordre accordé aux enfants de génération 3 d'un nœud de la génération 2, sera une fraction de l'angle de génération 2 qui sera lui-même, comme défini précédemment, la fraction d'un angle de génération 1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à potentiellement l'infini. Donc chaque point, et aussi un autre élément à se souvenir, c'est que chaque point sur une fratrie étant tous les nœuds issus du même pair, devra être placé à égale distance les uns des autres sur chaque angle projeté, sur chaque camembert si vous préférez, ou sur chaque triangle que ça va former. Prochaine slide. Donc maintenant qu'on a la théorie, il va falloir réaliser l'algorithme. La première partie qu'on a observée, c'est qu'il nous manque des informations. Ces informations, heureusement, on peut les stocker dans des nodes. Les nodes de NetworkX sont en fait un dictionnaire qui possède des clés et des valeurs associées à ces clés. Donc on va pouvoir ajouter à chaque nœud une valeur pour chaque clé, une valeur pour chaque information qui nous manquait. Et pour ça, on va devoir recommencer à l'inverse de ce qui est montré à gauche, parce que Python, malheureusement, on doit déclarer dans l'ordre d'utilisation et non pas dans la scope. Donc, pour calculer un angle et y placer les nodes, on a 3 éléments. Qui est le pair de celui-ci, pour savoir à partir de quel point on va devoir le placer. Donc, c'est comme je disais, défini par défaut, puisque nous utilisons un direct graph. On va donc connaître le pair par prédécesseur. Il va falloir la taille de la fratrie et la position de chaque nœud dans cette fratrie. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Donc, on va commencer par caractérise. La méthode qui va faire tout ça est caractérise fratrie. Elle va devoir vérifier si le nœud a déjà une idée de fratrie. Si elle a déjà une taille de fratrie, elle ne fera pas son boulot. Elle n'aura pas à faire son boulot, donc elle ne le fera pas. Mais pour ça, il va donc falloir qu'elle regarde un autre élément. Il va falloir qu'elle comprenne ce qu'est une fratrie. Donc, on a avant celle-ci la méthode fratrie. Une fratrie, on la définit de façon abstraite, on va la définir de façon précise. Si la fratrie, si le nœud qu'on regarde est de génération 1, puisqu'il n'y a pas de génération 0, puisque c'est l'élève et qu'il est le titre de la slide et non pas un élément dans le nœud, s'il est de la génération 1, il dit qu'ils sont tous frères les uns des autres. S'ils ne le sont pas, on va donc créer une liste qui contient la liste des successeurs ayant pour valeur le premier argument de la liste des prédécesseurs. Puisqu'il n'y a qu'un seul prédécesseur, puisqu'il n'y a qu'un seul pair, c'est toujours l'indice 0. Donc, on fait cette fameuse liste et on la retourne. Et le truc, c'est que pour le cas exceptionnel de la génération 1, il nous fallait quelque chose qui permet de sortir toute une génération. Et ce sera utile plus tard pour autre chose, mais on va quand même l'utiliser pour la première fois. Et cette fameuse méthode, c'est sort by rang. Elle va regarder un node et elle va regarder un ensemble de nodes G et un node une génération spécifique. Elle va regarder dans les nodes de G, faire sortir toutes les clés, faire sortir tous les nodes ayant pour la valeur de définition de la clé rang le chiffre X qu'on cherche. Donc, si on cherche la génération 1, il va parcourir les nodes de G et sortir ceux de génération 1. Sous forme d'une liste qu'on append à chaque itération pour chaque nœud à l'intérieur de G. Prochaine slide. Donc maintenant, on a 2 éléments importants, qui sont mes frères, qui est mon père, et combien y a-t-il de personnes dans ma fratrie. Et la raison pour laquelle on doit connaître combien y a-t-il de personnes dans ma fratrie, c'est il faut connaître le ratio qu'on va attribuer, parce qu'il faut qu'on réduise au fur et à mesure, chaque triangle successif doit être assez petit pour qu'on ne se retrouve pas à devoir refaire un nouveau cercle ou à prendre trop de place. Il va falloir qu'on réduise de plus en plus la taille qu'on accorde aux compétences, puisque plus elles sont de plus en plus spécialisées, ça colle bien avec la représentation, elles vont avoir, et plus il y en aura beaucoup plus à la fin de l'arbre, il y a beaucoup plus de feuilles dans un arbre, il y a beaucoup plus de feuilles que de troncs en général. Et c'est le même principe. Puisqu'il y a beaucoup plus de feuilles que de troncs, il va falloir que les feuilles prennent moins de place. Et pour ça, on doit garder un ratio. Ce ratio attribué à chaque fratrie, qui n'est pas la génération 1, il est nécessaire donc de prendre en compte la place que prennent les fratries de toutes les générations précédentes. Ce ratio est donc le facteur de la population des fratries qui précèdent le node dans l'arbre. On regarde donc la taille de la fratrie de l'individu observé à chaque boucle.
et nous multiplions la variable contenance facteur par la taille de la fratrie actuelle. Puis finalement, nous multiplions par la taille de la fratrie de génération 1, qui est par définition toujours l'ancêtre de toutes les autres. Encore une fois, on revient au principe que c'est un graphe dirigé. Chaque nœud n'a qu'un seul pair. Prochaine slide. Ouais. Donc maintenant, il va falloir calculer un angle. Parce que il va falloir placer le nœud quelque part. Au fond, chaque node a pour coordonnée un point sur un cercle de rayon rang. L'angle nous devons trouver est donc ce qui servira à calculer quel point exact de ce cercle nous cherchons, sachant qu'on connaît le rayon du cercle, c'est la génération. Si on a l'angle, avec de la trigonométrie, on obtient les positions sur une fonction de sinus-cosinus. Prochaine slide. Donc, voici la fonction de calcul de l'angle. Encore une fois, ça fonctionne node par node, donc ça prend un seul node. Nous calculons d'abord, on va regarder ligne par ligne, rapidement. Il nous faut que on regarde le node, on regarde un individu à chaque itération, on va regarder un seul et unique individu, on va vouloir savoir son pair, et on va vouloir connaître les angles à donner. Ici, les angles vont faire ce qu'on va appeler un offset de 1/6 de pi. C'est pour pouvoir tourner la totalité du graphe. Et j'expliquerai plus tard pourquoi. À chaque itération de la boucle, on va commencer par calculer le décalage du point dans sa fratrie. Parce que si c'est le premier dans la fratrie, il va être à l'extrême côté de l'angle de sa fratrie. S'il est deuxième, imaginons une fratrie de 3 individus, il va y avoir un point au bout du triangle, un point au milieu et un point à la fin du triangle. Enfin, à la fin de l'angle projeté, parce que c'est pas un triangle. Donc, il va falloir donc calculer la distance par rapport à la fratrie, puis ensuite, il va falloir savoir quelle place la fratrie va avoir comparée au pair, puis quelle place cette fratrie qu'on vient de créer, cet angle de fratrie qu'on va créer va avoir par rapport à la fratrie précédente, puis par la fratrie précédente jusqu'à la deuxième génération. À chaque étape, quand on va faire ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va produire une série d'angles qu'il faut imaginer comme étant une aiguille sur une horloge. Tout va être créé à l'horizontale parce que ce qui va déterminer quelle est l'heure dans notre horloge et à quel côté il va falloir tourner notre aiguille, ça va être la génération 1. Puisque c'est là le dernier point, on va le placer. Donc, c'est pour ça que la boucle vérifie l'absence d'un pair. Parce que ce qui définit la première génération, c'est qu'elles n'ont pas de pair. Donc, tant qu'on est dans la génération 2, on va créer cette fameuse aiguille. Ensuite, il faut tourner cette aiguille. Et ça, c'est la dernière étape de calcul. On y rajoute le ratio d'un cercle, 2π étant 360 degrés, et comme on avait dit précédemment, un cercle, au fond, c'est un angle de 360 degrés. On fait donc un ratio de la première génération sur 2π. Enfin, un ratio de 2π par la taille de la première génération, puisque nous sommes arrivés à la fin de la boucle. Et nous obtenons ainsi notre angle. Nous ajoutons donc à la clé angle dans le dictionnaire G des nodes de NetworkX la valeur à la clé. Prochaine slide. À partir de là, c'est bon. On a littéralement tout ce qu'il nous faut, puisque un point, c'est une série de coordonnées, et on peut obtenir une série de coordonnées à partir d'un rayon et d'un angle. Donc, il faut commencer à que chaque nœud, désormais, possède toutes les informations. Donc, pour ça, on fait une boucle. Pour tous les nœuds dans Node, on commence par caractériser la fratrie, ce qui nous donne le numéro dans la fratrie et la taille de la fratrie, qu'on a besoin pour calculer le deuxième élément important, qui est le facteur de la fratrie. Donc, encore une fois, on reparcourt tous les nodes et on va calculer le facteur de la fratrie. Et une fois qu'on a ça, on a tous les éléments pour calculer l'angle. Donc, encore une fois, on va refaire tous les nodes n dans le dictionnaire de nodes et on va y rajouter la valeur de l'angle. Et maintenant qu'on a tout ça, il faut faire des coordonnées. NetworkX a plusieurs options pour dessiner quelque chose, un graphe ou une image. L'option qu'on a utilisée, c'est, pour le coup, ça va utiliser Matplotlib. Et Matplotlib, quand il va vouloir mettre des points, il va les vouloir sous une forme extrêmement précise. Cette forme, c'est un dictionnaire, la clé correspondant au nom d'un nœud, et la coordonnée X et la coordonnée Y. Pour ça,
On va donc, pour tous les nœuds, encore une fois, dans l'ensemble dictionnaire des nodes de G, définir un rayon, qui est le rang, définir une valeur angle, qui est l'angle que l'on possède, pour pouvoir faire de la trigonométrie. Et la trigonométrie, on va faire une fonction cosinus pour les abscisses et une fonction sinus pour les ordonnées, ce qui crée un point des coordonnées x et y qui sont positionnés sur un cercle. Prochaine slide. Maintenant, on a un dictionnaire qui nous donne où est-ce qu'on doit mettre les points. Maintenant, il faut mettre les points. Avant ça, on va colorier, on va donner la couleur des nodes sur un dégradé de bleu correspondant à la note sur 10. Ce dégradé, on l'obtient dans la variable couleur. Une fois qu'on a ça, on sait désormais le dernier élément de notre nœud, c'était quelle couleur il allait avoir. Nos nœuds sont donc prêts. On va donc préparer la figure, qu'on nomme fig par tradition, je crois. Nous dessinons les edges. Une edge, c'est quoi? C'est la relation entre deux nodes, c'est le petit trait qui rejoint deux nodes. Parce qu'on a les coordonnées de chaque point, il suffit de dessiner le point la ligne entre deux points. Puis ensuite, on dessine tous les nodes, et pour ça, on utilise donc networkx edge et networkx underscore node, qui sont issus de nx.draw. On définit quelques éléments supplémentaires pour de l'apparence, l'alpha étant le degré de transparence d'un élément. On peut définir la taille, on peut définir les couleurs, on pourra faire plein d'autres détails quand on prendra ce code. Et maintenant, il va falloir qu'on regarde la position des libellés pour savoir, parce que le node, il va être placé comme étant un point unique. Il ne va pas y avoir ce que c'est le node, par exemple, c'est Python ou quelque chose d'autre. Si on le met directement sur le node, eh bien, ça va être un peu illisible, parce que selon la police d'écriture, on l'a vu tout à l'heure, selon la police d'écriture, selon l'épaisseur de la police, selon la couleur de la police, si c'est déjà que c'est pas très très lisible dans un stream 720p, alors imaginons si on les avait mis dessus avec des mauvaises couleurs, on n'aurait plus rien vu. Donc on va utiliser le même dictionnaire de position qu'on avait, mais on va faire encore un offset de 0.23. Donc on va décaler légèrement vers le bas tous les libellés. Et à partir de là, on peut aller sur la slide suivante. On a donc les points correctement placés, les libellés correctement placés, les relations qui unissent ces éléments. On va donc créer un cercle de compétences, puisque on sait que chaque rang qui est le rayon d'un cercle correspond à une compétence générale, puis ensuite une compétence plus précise, puis une compétence plus précise, Et donc, on va dessiner ces cercles. On utilise la fonction artist de matplotlib pour importer le logo de Digifab. On va réduire un peu sa taille, on va le rendre un petit peu plus transparent, on va le mettre légèrement décalé pour qu'il puisse apparaître correctement. On va ajouter l'artiste à notre ensemble de matplotlib. Et on va dire à matplotlib, tu as tout ce qu'il faut, vas-y. Prends comme titre le nom de l'élève, la date de l'observation. Je veux que mon rendu pour que ce soit un cercle, pour que ce soit un cercle, il faut bien que le rayon soit le même. Puisque je veux que mon ratio entre les x et les 1 soit 1, il faut que je dise à l'axis qu'il se dessine comme étant un carré. Sinon, il fera comme un rectangle par défaut. Je dis à l'axis, qui est en fait la grille sur laquelle on pourrait dessiner les mathématiques à la main, que je ne veux pas l'avoir. Je dis que je veux aussi une sauvegarde de ça pour le côté web. Et puisque j'ai envie de voir ce que j'ai fait sans avoir à aller le chercher dans mon dossier, je demande à matplotlib de montrer ce qui est produit. Et ce qui est produit, c'est la slide suivante. Voilà. C'est donc le résultat où on en est. Bravo. Merci beaucoup. Oui. Vous avez vu, il y a une différence entre ce que j'ai fait et le sien. Oh. Oh, c'est balèze. Hein. Donc on en est qu'à 2 semaines, hein, c'est ça. Non, mais j'étais parti dans la direction folle. Monsieur Boisbourdin m'a redirigé plus loin parce que il y a 2 jours, j'aurais tenté, voulais-je dire, d'apprendre des matrices vectorielles là, pour essayer de faire une translation de mes points parce que je les avais, mais ils n'étaient pas au bon endroit. Alors, Donc, laisse-moi deviner, tu as un passif mathématique ou... Absolument pas. Absolument pas, d'accord. J'ai pas fait de maths. On m'a demandé de rattraper le premier projet. Et c'est la première fois que j'ai fait des maths depuis que j'avais 18 ans. J'ai quitté l'école au lycée et j'ai fait un bac candidat libre ES. Ma spécialité étant la langue anglaise.
Mais Ok. j'ai eu l'aide de Monsieur Boisbondin qui m'a gentiment pointé dans la direction d'algorithme. Et à partir de là, j'ai fait une énorme quantité de tests unitaires pour essayer de c'est quoi un angle, c'est quoi un θ, c'est quoi une sinus, pourquoi est-ce que c'est sinus, cosinus, etc. Bravo. Et malheureusement, j'ai tout perdu parce que je ne savais pas que Unitest existait. Et c'est un élément qui, je pense, sera utile aux prochaines équipes graphiques en particulier. Tous ces tests-là, j'aurais bien aimé pouvoir les garder pour expliquer comment j'ai appris tout ça. Et il y a une façon, c'est une librairie qui s'appelle Test, qui malheureusement je ne l'ai pas utilisée. J'ai encore mes brouillons, mais ils sont quasiment illisibles. Donc j'aurais bien aimé pouvoir stocker pour montrer un peu comment j'ai appris tout ça, mais malheureusement, c'est pas. Alors, merci Joseph Test, t'as dit Unitest. Unitest, ok. pour cet exposé. Merci à Alexis et Leroy pour s'être cassé les dents sur ce programme-là au départ. On a vu notre résultat. Non, mais le résultat était déjà pas mal du tout. C'était déjà un très bon début. Et c'est vrai que vous avez vu que les maths, enfin, ou en tout cas l'organisation et la logique des programmes à mettre en place, c'était un peu rude. Hein. J'espère qu'on n'a pas endormi la moitié de la flotte. Et là, ça devait être un petit peu rude à suivre, mais bon, il était nécessaire de passer par là pour réussir à avoir le graphique. Donc, ce qu'on voit, c'est que souvent, quand on a des beaux graphiques, ça demande énormément de boulot derrière. Merci à Mathieu pour la très bonne introduction au DataFrame. Donc, c'était pas forcément, voilà, enfin, c'est pas le sujet, c'est pas les DataFrames en elles-mêmes, mais elles aident énormément à pouvoir faire des dessins, puisqu'il y a des fonctions de la bibliothèque Panda qui permettent de faire des très beaux dessins qui sont très utiles. Donc, c'était utile de maîtriser cet outil-là. Et merci à Jean-Baptiste aussi, donc avec les graphes qui vont pouvoir être assez utiles pour montrer les résultats pour la progression des élèves de date en date. Ça peut vraiment être sympa. Est-ce que donc la future équipe graphique